Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. 18h17, bonne fin de journée. La campagne, vous le savez, c'est sur RTL et RTL Soir poursuit ses grands entretiens réguliers avec les prétendants à l'Elysée. Notre invité aujourd'hui est Éric Zemmour. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez répondre à nos questions en cette journée où l'actualité sanitaire et scolaire est brûlante. Et puis les auditeurs aussi ont la parole au 3210 pour échanger avec vous. Éric Zemmour. Grève massive des enseignants aujourd'hui avec dans leur viseur, on l'a dit, on l'a répété, le fameux protocole à l'école, en tout cas le dernier. Est-ce que vous, le candidat, mais aussi le parent que vous êtes, vous soutenez ce mouvement? Est-ce qu'il est légitime pour vous? Écoutez, je ne suis pas un fanat des grèves et en particulier des grèves d'enseignants, mais là, franchement, je trouve qu'ils n'ont pas tort. Il y a une exagération, le gouvernement fait n'importe quoi, le gouvernement d'abord change de protocole tous les 4 matins, le gouvernement, mais j'allais dire, parce que maintenant ça devient le mot à la mode, emmerde les enfants et leurs parents. Quand vous avez des enfants qui pleurent pour ne pas aller à l'école à cause des innombrables tests, etc., qu'on leur met dans le nez, quand des enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il y a un gosse qui est cas contact dans leur classe, là ça devient mais vraiment impossible, quoi. Mais ça veut dire que quoi? Il faut arrêter de tester les enfants, voire enlever le masque à l'école? Je vous ai entendu dire alors, ça. Oui, donc, absolument. donc on laisse le virus circuler. Mais oui, je vais vous dire. Il y a quelque chose, j'ai écrit une tribune dans l'Opinion juste avant les fêtes de Noël. Mois de décembre. Ouais. Je crois le 20 décembre. Et j'expliquais quelque chose qui aujourd'hui devient presque banal. L'épidémie devient endémique. Donc ça veut dire que cette épidémie ne disparaîtra pas, mais qu'il faut apprendre à vivre avec. À partir du moment où on se dit cela, on doit prendre les mesures adéquates. C'est-à-dire que on ne doit plus prendre des mesures qui sont déterminées ou dictées par l'urgence, mais simplement en fonction d'une seule question, est-ce que ça peut être pérenne ? Vous voyez, est-ce qu'on peut vivre avec longtemps ? Puisque le virus, on est amené à vivre avec lui longtemps. Bon. J'avais plaisir, si j'ose dire, à voir qu'il y avait un communiqué, je crois, hier, de l'Agence européenne de la pharmacie qui disait exactement ça. Je lisais aussi un communiqué du Premier ministre espagnol qui disait exactement la même chose. Le ministère de la Santé espagnol dit il faudra à l'avenir peut-être traiter comme une grippe. Mais oui, même si le mot grippe, vous comprenez. Mais le taux de vaccination est bien supérieur en Espagne à celui de la France. Bien inférieur, vous dites ? Bien supérieur en Espagne à celui de la France. Mais comment il peut être supérieur ? On est à 90%. On est à 78% de population générale. 90%. 85% en Espagne. 90% de la population vaccinable. Voilà, mais c'est ça l'important. Oui, c'est ça l'important, mais aujourd'hui on a 4000 personnes quasiment en réanimation. Oui. On fait comment là à court terme si on arrête de tester, si on enlève les masques pour la population générale, pour préserver un hôpital? Il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent et qui ont des opérations déprogrammées. Il y a deux choses. D'abord, on sait que ce virus, le nouveau, le variant, le fameux Omicron, contamine beaucoup plus, mais tue beaucoup moins. Et que donc, en vérité, on a le devoir de protéger les publics vraiment fragiles, c'est-à-dire les gens âgés, les gens très âgés, ou les gens qui sont obèses, ou qui ont du diabète, etc. C'est eux qu'on doit viser. On doit, leur dire « vaccinez-vous », parce que ça vous protège quand même si on a oublié quand même, dans la folie de nos querelles et de nos emportements, que la promesse il y a 1 an autour de ce vaccin, c'était on va être débarrassé, on est tranquille. Non, on n'est pas tranquille, vous avez remarqué. Donc là, il y a un échec du vaccin, il faut le reconnaître. Mais on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Rend le vaccin moins efficace sur la transmission du virus. Voilà. Donc on est contagieux. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les enfants, oui, vont contaminer, mais eux, ils ne sont pas atteints par des formes graves. Donc on s'en moque. Donc vous dites aux personnes on doit fragiles, protéger les formes graves. Vaccinez-vous. Mais en revanche, vous êtes contre le pass vaccinal. Mais oui. Du coup, comment on fait pour la même raison. Pour convaincre des personnes fragiles, comme vous dites, des personnes âgées qui ne sont pas vaccinées aujourd'hui, sans passe vaccinal, comment vous faites, vous, pour les convaincre d'aller se faire vacciner ? Mais moi, je fais appel à la raison. À partir du moment où
Mais ça ne fonctionne pas, visiblement. Il y a encore 5 millions de vaccinés. Et si les gens ne veulent pas se faire vacciner, on va pas envoyer l'armée pour les faire vacciner. Il faut arrêter aussi 30 secondes. Ou alors on décrète la vaccination obligatoire, que Macron prenne ses responsabilités. Il ne le fait pas. Il a des bonnes raisons pour cela. Ça ne vous dérangerait pas pour les personnes fragiles, la vaccination obligatoire ? Non, je vous dis, si on suit votre raisonnement, moi je pense qu'il faut faire appel à la raison des gens. Et vous me dites, on ne peut pas. Dans ce cas-là, prenez vos responsabilités. Moi, je vous dis, je fais confiance à la raison des gens. Et je dis, s'ils pensent, ils vont se faire vacciner s'ils sont vraiment fragiles. Vous savez, ils ne sont pas fous, les gens. Ils n'ont pas envie d'être malades, ils n'ont pas envie de mourir. Enfin, il faut arrêter aussi. Donc, je continue. Le pass vaccinal, pourquoi il ne sert à rien ? Quand vous êtes... vous avez le virus. Vous le transmettez. Mais si vous êtes vacciné, vous le transmettez quand même. Tout le monde le sait aujourd'hui. Donc, votre passe vaccinal, il ne sert à rien. Puisque de toute façon, que vous soyez vacciné ou que vous ne soyez pas vacciné, vous transmettez votre virus. Moins. Mais je vais vous dire, on dit toujours ça. Mais même ça, ce n'est pas forcément vrai. Les études varient, etc. Donc, en l'occurrence, le passe vaccinal, qui est une arme d'urgence, j'en reviens toujours à mon raisonnement. On refuse toutes les armes d'urgence. Le passe vaccinal, les tests permanents pour les enfants, le masque pour les enfants qui leur pourrit la vie. Je vous assure, c'est une hantise des enfants. Éric Zemmour, et on entend effectivement la lassitude des enfants, on l'a entendu, mais in fine, comment on protège l'hôpital là, à l'instant T, qui est à bout de souffle ? D'abord, j'aimerais comprendre, ça fait 2 ans que cette épidémie a commencé, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement avec ces fameux lits d'hôpital et ces fameux lits de réanimation ? 2 ans. Que fait M. Véran ? Je pose une question simple. À quoi sert-il ? Justement, à chaque fois, ça fait 2 ans qu'on nous dit, on fait tout ça, on nous a confinés, on a fait exploser la dette, tout ça pour protéger l'hôpital. Et maintenant, on nous dit, il y a le vaccin, et en plus, l'hôpital est au bord de l'effondrement. Que fait Monsieur Véran ? Qu'a-t-il fait pendant 2 ans ? Sur ce volet sanitaire, on a justement une soignante, Aurélie, qui est infirmière libérale à Maubeuge, qui nous a appelé au 3210 et qui souhaite échanger avec vous. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Éric Bonsoir Zemmour Aurélie. Vous écoute. Bonsoir Monsieur Zemmour. Allez-y Aurélie. Écoutez, moi je suis un peu perplexe face à ce qu'il dit Monsieur Zemmour parce que ça fait 2 ans que je suis infirmière libérale. J'ai même été aidée dans les services où il y avait de grands besoins. Et je trouve que faire ce qu'il fait, des meetings, des galettes des rois sans masque, sans distanciation, sans savoir si réellement il est en contact avec des gens fragiles, je trouve que c'est risqué. La vaccination, elle est importante. En effet, elle n'est pas durable. Il faut se faire vacciner tous les 3 mois, mais on était au courant dès le départ que c'était des tests. Vous étiez la seule à être au courant. Ah bah non, il y a quand même eu des études. Moi, je n'ai jamais entendu qu'on devrait se faire revacciner tous les 3 mois. Ça, on ne le disait pas. Peut-être pas tous les 3 mois, mais on savait pas de recul à l'époque, effectivement, sur l'efficacité à long terme du vaccin. Mais pour revenir sur vos propos, Aurélie, Éric Zemmour peut vous répondre. Comment vous allez gérer effectivement les meetings ? Vous êtes à Saint-Quentin dans l'Aisne demain. Et c'est vrai qu'on vous a vu sans masque, par exemple, à cette galette des rois. Là, par exemple, en studio, vous ne portez pas de masque. On est dans un endroit pour manger, il est difficile de mettre un masque. Oui, ça vous a pas échappé. Là, vous ne mangez pas. Non, mais est-ce que c'est devenu politique quelque part de porter un masque, d'être filmé avec un masque ? Vous ne voulez pas être filmé avec un masque ? Non, pas du tout. Je mets le masque quand il faut, quand on me le demande, et je le mette. Je pense que je vous répète exactement ce que je dis. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans mes meetings, d'abord, quand on a demandé le pass sanitaire. Le pass sanitaire, comme il était obligatoire, on a respecté la loi. Donc, ma chère Aurélie, je respecte la loi. Le Conseil constitutionnel a estimé que dans les meetings, on n'avait pas besoin du pass vaccinal. Je vous signale que mes meetings... évidemment, c'est les seuls de la campagne où il y a du monde. Donc, c'est logique qu'on se pose la question, mais je vous signale que ce ne sont pas devenus des clusters. Même Villepinte, avec près de 15 000 personnes, on n'a pas dit que c'était un cluster. Donc, il ne faut pas non plus exagérer. J'ai fait demander le pass sanitaire à tous. Donc, arrêtons. Et je répète, même si je demandais le pass vaccinal à tous les gens qui rentrent dans mes meetings, ça ne servira à rien, puisque de toute façon, qu'ils soient vaccinés ou pas, ils peuvent contaminer et transmettre le virus.
Éric Zemmour, vous restez avec nous. On va marquer une toute petite page de pause et puis on va reprendre ce grand entretien dans RTL Soir. On va notamment parler de l'école. C'est la journée de l'école et vous avez un programme qui agace un peu vos opposants. On va en discuter juste après ça. RTL Soir avec Julien Cellier. 18h30, ce grand entretien avec Éric Zemmour, candidat à la présidentielle, continue dans RTL Soir. Éric Zemmour, on a parlé de l'école au début de cette interview. Vous avez dévoilé votre programme en matière d'éducation ces derniers jours. Alors, retour du certificat d'études, blouse en primaire. Vos opposants évoquent une école d'autrefois. J'ai même entendu l'école des choristes. Vous assumez ? Ah, j'assume tout à fait. Moi, excusez-moi, quand on avait une excellente école, une des meilleures du monde, voire la meilleure du monde, et qu'aujourd'hui, on se traîne dans tous les classements internationaux entre la 23e et la 25e place de tous les grands pays, je pense que les responsables de l'école d'aujourd'hui devraient faire profil bas et devraient apprendre un peu l'humilité. Et quand on voit ce qui marchait hier, mais, je précise tout de suite, ce qui marchait hier en France est exactement ce qui marche le mieux aujourd'hui dans les pays asiatiques. Japon, Corée du Sud, voyez, Singapour, etc. Donc, il ne faut pas nous la faire. Votre credo, c'est lire, écrire, compter. Alors, ce qui est assez en primaire, évidemment. Amusant, c'est que le ministre, en primaire, Jean-Michel Blanquer utilise exactement la même formule depuis 5 ans. Le gouvernement qui a mis en place des plans français, des plans maths, qui a limité les effectifs dans certaines zones prioritaires en CP-CE1. On sait aussi que c'est un travail sur le temps long pour obtenir des résultats. Vous n'accordez aucun crédit à ces projets ? Ah, pas du tout. Je vais vous dire, j'ai accordé tout le crédit du monde à Jean-Michel Blanquer. J'ai même, vous retrouverez si ça vous intéresse, quand j'étais journaliste en 2017-2018, j'ai fait des papiers à la gloire de Jean-Michel Blanquer. Parce que justement, je trouvais qu'il employait le bon ton, les bons mots, le bon discours. Et d'ailleurs, à l'époque, ceux qui aujourd'hui s'opposent à moi l'insultaient dans tous les journaux quand moi, je le défendais. Vous avez changé d'avis ? Oui, j'ai changé d'avis, mais je vais vous dire pourquoi. C'est pas par esprit partisan. C'est parce que Jean-Michel Blanquer est la grande déception de ma vie. Jean-Michel Blanquer m'a déçu. Jean-Michel Blanquer a parlé mais n'a pas agi. Jean-Michel Blanquer a parlé comme moi, mais il a agi comme Najat Vallaud-Belkacem. Je trouve ça triste pour lui d'abord, et surtout pour l'école et pour nos enfants et pour la France. Quand monsieur Blanquer, je l'ai sévèrement réprimandé à ce sujet, vous vous souvenez, il y a quelques mois, fait une directive sur l'initiation à la théorie du genre, qui est une promotion de la transsexualité pour des enfants, voire des adolescents. J'ai envie de lui dire, mais Jean-Michel, qu'as-tu fait ? Mais qu'es-tu devenu ? C'est une honte. Alors, donc, excusez-moi, oui, le discours de Jean-Michel Blanquer, vous avez tout à fait raison. Il parle comme moi ou je parle comme lui, peu importe. En vérité, je parle comme devrait être l'école. Lire, écrire, compter, le mérite, le travail, l'effort, tout ça, il reprend tous ces mots. Mais il fait le contraire. Éric Zemmour, on va en discuter avec une directrice d'école qui nous appelle au 3210 pour échanger avec vous. C'est Laurence depuis l'Eure-et-Loire. Bonsoir Laurence. Bonsoir Julien. Je crois que vous avez noté la volonté d'Éric Zemmour de supprimer l'enseignement d'une langue étrangère à l'école primaire. Ça ne vous plaît pas, vous, la directrice ? Bah écoutez, je pense que c'est une idée qui vient du passé. C'est vraiment le symbole du repli sur soi. Et c'est absolument pas ce que nous voulons pour nos enfants. Et ça fonctionne chez vous ? Ils apprennent l'anglais à l'école primaire ? Oui, mais les enfants apprennent l'anglais depuis la maternelle, où ils le manipulent de manière ludique. Et dès le CP, c'est un apprentissage et ils arrivent au collège avec un niveau d'anglais qui est tout à fait honorable. Éric Zemmour, chère madame, les chercheurs en neurosciences plébiscitent bien sûr. l'apprentissage de plusieurs langues chez bien les sûr. petits. Chère madame, c'est incompatible pour vous, d'abord, français-anglais ? il est dommage que lorsqu'on parle d'école, donc de nos enfants, immédiatement vous utilisiez le langage de l'idéologie. Immédiatement, vous dites c'est la preuve du repli, etc., etc. On n'est pas dans un affrontement idéologique, chère madame. On est pour que les enfants sachent lire et écrire en français. C'est encore notre langue. Donc, si vous voulez, moi, je constate... Pour vous, les deux sont incompatibles aujourd'hui ? Pas du tout. Mais je constate... Moi, c'est pas du tout. Si on pouvait apprendre 10 langues, je serais ravi. C'est pas le sujet. Seulement, je veux d'abord qu'ils sachent écrire et lire en français. Or, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Toutes les études montrent qu'il y a
30% des enfants qui arrivent en 6e et qui ne savent pas correctement lire et écrire. Toutes les études montrent que nous avons fait... Est-ce que les enfants sont, vous savez, fluides en lecture? Il y a à peine une moitié des enfants, et ça monte un peu dans les quartiers favorisés à 68%, et dans les quartiers défavorisés, ça descend à 30%. C'est-à-dire qu'il y a seulement un tiers des enfants dans les quartiers défavorisés qui savent lire et écrire correctement et qui comprennent ce qu'ils disent. Tous les professeurs de 6e vous disent que c'est une catastrophe, que les enfants ne comprennent pas ce qu'ils disent en français, qu'ils ont une pauvreté de vocabulaire absolument insigne, et que ça continue après, jusqu'en terminale, jusqu'à l'université. Les jeunes arrivent, les profs d'université tombent des nues parce que ce sont des enfants qui ont 30 mots de vocabulaire et qui ne comprennent pas, je parle même pas de l'imparfait du subjonctif, ils ne savent même pas que le passé composé, ça veut dire quelque chose, etc., etc. Donc moi je veux bien qu'on apprenne l'anglais, mais il faudrait d'abord savoir parler et lire et écrire et s'exprimer en français. Donc les heures, je finis, donc les heures qu'on prend sur les langues, je les mets sur le français, c'est tout. Éric Zemmour, vous parlez d'une école à la merci des lobbies. Vous avez notamment pointé, j'ai entendu, le lobby LGBT, l'association SOS Homophobie. Absolument. Ça veut dire que vous ne voulez plus que cette association, par exemple, vienne participer à des journées de sensibilisation à l'école? Je ne veux plus de journées de sensibilisation qui sont le faux-nez de journées de propagande. Je ne veux plus que ces lobbies, SOS Homophobie, mais SOS Racisme, ça existe à l'école, le harcèlement scolaire aussi. Oui, ça fait partie de cette campagne de lutte. Non, pas du tout. Moi, j'estime que s'il y a des enfants agressés parce qu'ils ont des tendances homosexuelles, peu importe. Des enfants, je parle d'adolescents, parce que les enfants, excusez-moi, mais bon. Le professeur doit le repérer, le surveillant général doit sanctionner. Je rétablis de la une sanction, discipline. Mais pas de prévention. Mais je ne veux pas de prévention. Parce que la prévention, ça veut dire de la propagande. On n'est pas là pour faire la propagande d'une sexualité, quelle qu'elle soit. Vous savez, je considère que l'école doit être un sanctuaire. Il doit être le sanctuaire de la transmission des savoirs, du mérite, de l'effort. Et on ne doit pas faire rentrer à l'école des idéologies. Donc ni SOS Homophobie, ni SOS Racisme, ni Assa Traoré, ni les Lions Thuram, etc. etc. Ces gens-là n'ont rien à faire à l'école. Juste, Éric Zemmour, là on parle de votre programme, c'est celui que vous souhaitez mettre en place dans 3 mois si vous êtes élu. On s'interrogeait sur les parrainages. On sait que vous êtes à peu près à 350, vous me confirmez, c'est ça aujourd'hui? On avance. On sait que les LR vous accusent de tenter de les siphonner. Guillaume Pelletier, ex-numéro 2 LR qui vous a rejoint, aurait écrit aux adhérents Les Républicains pour les inciter à changer de camp. Vous confirmez qu'il l'aurait écrit? Il faut lui demander. Mais attendez. Qu'est-ce que ça veut dire siphonner? Excusez-moi. Les LR sont propriétaires de leur voix, ils sont propriétaires. Vous avez reçu des promesses de parrainage d'élus Les Républicains? Mais je demande des promesses de parrainage à tout le monde. Des gens de LR, des gens de gauche, des gens non inscrits. On demande à tout le monde. C'est pas du siphonnage, ça. Pour terminer, c'est intéressant. Je voudrais qu'on entende Damien, auditeur de RTL dans le Val d'Oise, qui nous a laissé un message au 3210 et qui s'interroge sur la stratégie de votre camp. Écoutez-le. Je fais partie du camp de la droite nationale. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 candidats qui pourraient me représenter, c'est vous et Madame Le Pen. Vous représentez à vous deux 30% des intentions de vote, mais aujourd'hui, ces 30% sont divisés. Est-ce qu'une alliance serait envisageable? Est-ce que si on continue comme ça, on ne va pas vers un échec? C'est une division suicidaire, dit Robert Ménard, le maire de Béziers ce matin. Marine Le Pen estime que vous êtes le marchepied de Valérie Pécresse. Bien sûr, voyons. Écoutez, on a 2 minutes pour faire un peu d'histoire politique. Vous avez 1 minute? Parce que le temps nous est compté. Parce que c'est très important. C'est un mythe, cette histoire de division qui fait perdre. Dans l'histoire de la Ve République et de l'élection présidentielle, plus il y a de candidats, plus ça accroît l'offre politique. Et s'il y a un candidat qui se détache et qui est bon, c'est lui qui gagne. Je vous donne 2 exemples, parce qu'on n'a pas le temps. Très vite. Très vite. En 1974, François Mitterrand est candidat unique de la gauche. Il perd. En 1981, il y a 5 candidats de la gauche, il gagne. Même chose pour Chirac en 1995. Ils sont 3 ou 4, il gagne. Vous voyez, ça ne veut rien dire. L'important, c'est, si vous voulez, la qualité des candidats et celui qui séduit le plus le peuple. Après, vous savez, j'ai fini. Le premier tour dans l'élection présidentielle française, c'est les primaires dans le système américain. Donc il peut y avoir
plusieurs candidats, le peuple choisit, et ensuite, on se rassemble. Moi, ma différence avec Madame Marine Le Pen et Madame Pécresse, c'est que je suis le seul à pouvoir faire l'union des droites. Damien a donc sa l'union réponse des droites. Damien, l'union des droites. Madame Le Pen ne peut pas la faire, et Madame Pécresse ne veut pas la faire. Merci Éric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle, d'avoir été ce soir l'invité de RTL et d'avoir répondu aux questions des auditeurs.